Musée de la préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes, la cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffé, la chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus abominables. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Dans les archives du musée, les comptes rendus d'enquête, les scripts des interrogatoires, les croquis des scènes de crime vont nous emmener sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de l'histoire. Juillet 1911. Une vive tension agite les États européens. Le Maroc est un des derniers enjeux majeurs de ce début du XXe siècle. C'est un des derniers pays non colonisés d'Afrique. C'est le sujet d'une grave crise entre la France et l'Allemagne, qui va envoyer une canonnière devant la forteresse d'Agadir. Les deux nations sont au bord du conflit armé. Le Royaume-Uni se range du côté des Français. Un accord est trouvé, l'Allemagne renonce à ses prétentions, évitant la guerre. Le 22 août 1911, la Joconde est volée au Louvre. On soupçonne Guillaume Apollinaire, poète, qui avait un jour crié « Il faut brûler le Louvre ». Il va être incarcéré quelques jours. Puis les soupçons se porteront sur Pablo Picasso, mais sans suite. Le préfet Louis Lépine charge M. Amar, le chef de la sûreté, de résoudre cette affaire. 60 inspecteurs chercheront en vain le célèbre tableau qui ne sera retrouvé que 2 ans plus tard. En décembre 1911, c'est une autre affaire qui va défrayer la chronique et occuper les services de la police judiciaire. Le premier hold-up en automobile. Très vite, on va orienter les recherches dans le mouvement anarchiste, qui prend de plus en plus d'importance dans un climat social dégradé. Rejetant les normes bourgeoises, les anarchistes veulent inventer une nouvelle façon de vivre. Mais certains revendiquent la réappropriation des biens volés par le capital par tous les moyens. C'est la mouvance de l'illégalisme. Les bandits tragiques, comme les appelle la presse, vont pendant 6 mois faire les grands titres des journaux jusqu'à la fin dramatique de celui qu'on a considéré comme leur chef, Jules Bonneau. La bande à Bonneau est restée dans la mémoire collective comme l'épopée sanglante des bandits en auto. En fait, elle est le reflet extrémiste d'un véritable rejet de société. Boris Vian va écrire une chanson, La complainte de Bonneau. Plus tard, Jodassin chantera La bande à Bonneau. Et en 1968, le comédien Bruno Kremer incarnera un Jules Bonneau idéalisé aux côtés de Jacques Brel et d'Annie Girardot dans le film La bande à Bonneau, réalisé par Philippe Fourastier. Mais qu'en est-il de la véritable histoire ? Le 21 décembre 1911, Ernest Cabi, garçon payeur auprès de la Société Générale, se rend à la succursale de la banque, rue Ordener, dans le 18e arrondissement de Paris. Il transporte sur lui 2 sacoches contenant le courrier et des titres nominatifs. Dans sa main droite, il tient un sac de toile contenant 5 266 francs en pièces d'argent et, caché dans la poche intérieure de sa veste, 20 000 francs en billets de banque et 5 000 francs or. Il n'a pas d'arme, mais il est escorté par un agent de la Société Générale. Soudain, un passant le bouscule, sort un pistolet de sa poche et tire 2 coups de feu sur lui. L'agent de la banque qui l'accompagnait fuit en hurlant. Le mystérieux agresseur et un complice arrachent les sacoches et le sac de monnaie, puis ils rejoignent tranquillement une superbe limousine. La voiture démarre et quitte les lieux, laissant le pauvre Ernest Cabi gisant sur le sol.
Ce premier braquage, il va mettre en évidence un déséquilibre total entre les moyens employés et ceux de la police de l'époque. À l'époque, la police n'avait aucune automobile. Il faut dire que l'automobile était naissante. Mais la police n'avait aucune automobile, ni d'armement. Donc, la police n'avait pas de pistolet. Les gardiens de la paix, qui étaient à l'époque, on les appelait les sergents de ville, étaient armés d'un sabre, un sabre baïonnette comme celui-ci, qui est issu des fusils chasse-peau de la guerre de 70, un petit peu avant même. Et donc, voilà l'armement du sergent de ville de l'époque. Le lendemain, le braquage fait la une de tous les journaux. Mais ce n'est pas le montant du vol qui est en gras sur les pages. Non, le butin est relativement faible. Les malfaiteurs n'ont pas découvert l'argent caché dans la veste du convoyeur. Ce sur quoi les journaux insistent, c'est sur cette mystérieuse bande en automobile. Jamais un braquage n'avait été accompagné d'une fuite en voiture. Au 36 quai des Orfèvres, on s'agite. Le commissaire divisionnaire Amar charge son adjoint, Louis-François Jouin, d'éclaircir au plus vite cette affaire d'un genre nouveau. L'utilisation d'une automobile pour un braquage n'est pas banale. C'est même du jamais vu. Les vols d'automobiles sont très rares à cette époque. Mais récemment, un certain Rimbaud, catalogué comme anarchiste, avait été mêlé à des vols de voitures. Il habitait Pavillon-sous-Bois et avait disparu de son domicile la veille de l'attentat, avant de réapparaître 2 jours plus tard. Il organisait des réunions avec d'autres anarchistes du mouvement illégaliste, prônant le vol pour se réattribuer les biens confisqués par le capital, disait-il. Et parmi ceux qui assistaient régulièrement à ces rencontres figurait Octave Garnier, soupçonné de plusieurs cambriolages et bien capable d'avoir participé au coup de main de la rue Ordener. Alors, la police, à l'époque, elle n'a peut-être pas de véhicule, mais elle a des procédés déjà bien éprouvés. Elle est terriblement efficace. Et vous avez un service au quai des Orfèvres, au fameux 36. Vous avez une 3e brigade qui ne se consacre qu'à la traque des anarchistes qui font peser une menace sur la France depuis déjà très longtemps. Ce sont les enfants de Ravachol, si vous voulez. Ravachol. De son vrai nom, Königstein est un anarchiste célèbre pour son action violente contre la société. Adepte de la propagande par le fait, il imagina pour la première fois le terrorisme comme acte révolutionnaire, en utilisant largement des bombes artisanales pour décimer les magistrats qui présidaient le procès contre les anarchistes de Clichy en 1892. Arrêté, il défendra fièrement ses convictions devant la cour d'assises et condamné à mort. C'est en chantant qu'il montera sur l'échafaud, faisant de lui une légende du mouvement anarchiste. L'anarchisme ne doit pas être entendu comme aujourd'hui, on sent des groupuscules anards. L'anarchisme, c'est une sorte de mouvement social. Énormément de jeunes gens appartiennent à cette mouvance, mais ils ne sont pas encartés. Ce sont des ouvriers, le plus souvent, ou des gars qui ont cessé de travailler parce qu'ils estiment que la société est vraiment pénible et puis qu'on leur fait un mauvais sort, ils veulent se venger. Ce sont en partie ce qu'on a appelé les énervés de la belle époque. On dirait des voyous, tout simplement. La piste anarchiste semble convaincante et la police procède à plusieurs arrestations sommaires. Les autorités belges, où les jeunes anarchistes ont pris l'habitude de se cacher pour échapper au service militaire obligatoire, fournissent une liste de Français réfugiés en Belgique. Parmi eux, Édouard Carouy, Jean Deboué, Raymond Caïmin et Victor Kibalchich, qui franchissent régulièrement la frontière et qui, lorsqu'ils sont en France, se cachent dans les locaux du journal L'Anarchie. L'anarchisme, comme le communisme, le
communisme marxiste, inspiré par le marxisme, se donne pour but l'avènement d'une société sans classe et sans État. L'anarchisme, à cette époque, se divise en 3 courants. Un courant insurrectionnaliste qui pense que la solution passe par la révolution, l'insurrection. Un courant syndicaliste révolutionnaire qu'on appellera après anarcho-syndicaliste, qui pense que tout passe par la grève générale, et puis un courant individualiste. Alors le courant individualiste, ce qui est intéressant, c'est qu'il pense que la transformation sociale doit passer d'abord par la transformation des individus, la transformation individuelle. On ne fera pas, disent-ils, une meilleure société avec les éléments humains tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été produits par cette mauvaise société. Et il faut déjà se réformer soi-même et organiser la vie pour soi. Et ils le disent tous, l'ennemi est déjà en toi. Ils ont toute une éthique par rapport à l'amour, à l'alimentation, au travail, etc. Ils réduisent leurs besoins, mais ça ne suffit pas. D'où le recours à l'illégalisme. Alors vous avez un illégalisme un peu soft, la fausse monnaie, et puis il y a des petits vols, des vols à l'étalage, voilà, des petits cambriolages aussi. Il y en a de plus en plus d'ailleurs pendant l'année 1911. Et puis à un moment, un groupe va passer à la vitesse supérieure et commettre un vol à main armée, quoi. Un hold-up à la Société Générale. Le 28 décembre 1911, le commissaire Join apprend qu'une automobile semblable à celle ayant servi pour le braquage de la rue Ordener a été entreposée dans un garage de Bobigny. Il décide de planquer devant, mais pour que la souricière fonctionne, il ne faut surtout pas que la presse soit au courant. La presse, il faut le rappeler, le Matin, le Petit Quotidien, sont des journaux qui tirent à pratiquement 800 000, 1 million d'exemplaires. Donc quand ils tiennent un feuilleton dont ils pensent qu'il va passionner le lecteur, les gars ne lâchent pas. Et à la préfecture de police, on reçoit les journalistes, on leur donne des informations, en même temps que les journalistes eux-mêmes mènent des enquêtes avec les mêmes capacités, voire plus, parce qu'ils ont plus d'argent. Vous prenez le journal L'Excelsior, qui est le premier journal illustré véritablement, avec des reportages photos. Les gars sont sur place dès que va se commettre un événement, ils sont sur place parfois avant la police. Et le fondateur de L'Excelsior, c'est rien moins que l'éditeur Laffitte, qui est l'éditeur d'Arsène Lupin. Donc le public est passionné par ça, la presse sait que le sang fait vendre, le crime fait vendre et les grandes enquêtes policières font vendre. Et la presse travaille en parallèle de la police, et donc là il y a toutes sortes d'informations aussi qui sortent. Le lendemain, à la une du Petit Parisien, on pouvait lire que la Delaunay-Belleville, ayant servi au hold-up de la rue Ordener, avait été vue dans un garage de Bobigny appartenant à un certain Detweiler, un anarchiste. Monsieur Amar, le chef de la sûreté, est atterré, mais il envoie immédiatement ses hommes perquisitionner l'entrepôt et interroger Detweiler. Ce dernier confirma que la voiture avait bien été entreposée chez lui, mais qu'il ne connaissait pas les personnes qui l'avaient amenée. La fouille permit de découvrir un titre de rente volé quelques mois auparavant, et Detweiler fut embarqué avec femme et enfants au quai des Orfèvres. Le jour même, vers 6 heures du soir, une jeune femme pousse la grille du pavillon de Bobigny. Heureusement pour la police, qui n'a pas relâché sa surveillance, elle n'a pas lu la presse. Arrêtée, elle est rapidement identifiée comme étant Jeanne Giogis, la maîtresse de Carouy, l'un des anarchistes désignés sur la liste donnée par la Belgique. La police en faisait le principal suspect dans l'affaire de la rue Ordener. La piste anarchiste se confirmait. D'autant plus que le chef de la sûreté reçoit au même moment un courrier de Lyon lui transmettant la fiche anthropométrique d'un nommé Jules Bonneau, auteur du vol d'une voiture et du meurtre de l'anarchiste Giuseppe Platano. Son profil correspondait parfaitement à celui des agresseurs du garçon de recette. Donc l'enquête va se diriger vers des personnages que l'on connaît parfaitement. Et s'il y en a un que l'on n'attend pas, c'est le fameux Bonneau. Puisque Bonneau, lui, n'appartient pas à ce mouvement anarchiste parisien lié au journal L'Anarchie,
Bonneau est beaucoup plus vieux, puisqu'il a 35 ans, alors que ce sont des jeunes gens de 22, 24 ans. Puis Bonneau est un Lyonnais. Et il est bien connu de la sûreté lyonnaise, mais pas de la sûreté parisienne. Rappelons aussi qu'il n'y a pas une police nationale en France, mais il y a des polices. Chaque commune doit assurer sa police, et qu'il y a des préfectures qu'à Paris, Marseille et Lyon. Et Bonneau est bien connu des services de police lyonnais. Et comme par hasard, quelques jours avant l'événement du 21 décembre, donc le fameux hold-up motorisé, Bonneau a disparu de Lyon. Le 30 novembre 1911, le juge d'instruction de Melun avait lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de Jules Bonneau, inculpé du meurtre de l'anarchiste italien Platano. Bonneau et Platano voyageaient ensemble en direction de Paris dans une voiture volée. Près de Lieu-Saint, Bonneau tire sur Platano. Pourquoi? Cela reste un mystère. Il abandonne ensuite la voiture et prend tranquillement le train pour la capitale, où l'on perd sa trace. Pour la police, sa connaissance de la mécanique et de la conduite des voitures en faisait un suspect à ne pas négliger, comme Carouy et Garnier, que l'on recherchait toujours, mais tous avaient disparu. C'est un milieu anarchiste qui est déjà très structuré, qui existe déjà avant l'arrivée de Bonneau. Alors évidemment, il a introduit des méthodes modernes, l'automobile que les autres n'utilisaient pas, etc. Les armes modernes. Alors l'armement, c'est pareil, il fallait qu'ils se procurent des armes. Ils en avaient déjà quelques-unes qui venaient de plusieurs cambriolages. En faisant les coffres-forts, ils en trouvaient de temps en temps, ils trouvaient un revolver par-ci. Le Conseil de Paris a débloqué des fonds pour acheter des armes. Donc ils avaient commandé des armes, des Browning notamment, et ces armes-là étaient pour la police. L'importateur attendait plus que le règlement pour les livrer. Et ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que Bonneau et sa bande, ayant appris ça, parce que la presse évidemment en parle comme d'habitude, ayant appris ça, ils sont allés cambrioler l'importateur, ils ont fauché les armes qui étaient destinées à la police. Ce qui fait qu'ils étaient équipés d'armes ultra-modernes, et la police a dû attendre 6 mois avant d'avoir ses pistolets. La police ne restait bien évidemment pas inactive. Mais où chercher? Ernest Cabi, le garçon payeur de la rue Ordener, se remet miraculeusement de ses blessures. À l'hôpital Bichat, où il est soigné, le juge d'instruction lui montre les photographies des principaux suspects. Sans hésitation, il désigne Octave Garnier comme son agresseur. Le 24 janvier 1912, Le Matin titre « Mon assassin ». C'est bien lui, dit Cabi devant la photographie de Garnier. L'arrestation du chenapan qui s'est rendu coupable du sanglant attentat de la rue Ordener n'est plus maintenant qu'une question d'heure. Plus d'un mois après l'attentat de la rue Ordener, la police ne trouve toujours pas les principaux coupables. Elle ne manque pas d'indices, mais le mouvement anarchiste semble tellement embrouillé et leur solidarité est telle que les caches sont nombreuses. Au nom de la restitution de l'argent volé par le capital, les exactions individuelles menées par les illégalistes se multiplient. La brutale évolution avec des actions violentes allant jusqu'au crime pourrait venir de l'arrivée dans ce milieu parisien de l'homme qui venait de Lyon, Jules Bonneau. Bonneau, donc, il est né le 14 octobre 1876, donc à Pont-de-Roi, dans le Doubs. Son père est fondeur. C'est un jeune garçon, en fait, bon, non seulement qui n'aime pas l'école, son père est analphabète, donc il n'a pas véritablement de culture, d'attache intellectuelle. Et donc il devient très vite apprenti mécano, mais ça ne lui plaît pas beaucoup. Le travail est dur, il a quelques soucis avec ses différents patrons. Et c'est là qu'il commence à commettre quelques menus larcins. Il n'est pas très bien non plus dans sa peau, puisqu'il vient de perdre sa mère. Le premier larcin, en fait, de Bonneau est un problème de pêche. Donc il se fait interpeller par un garde local pour une pêche, donc avec un engin prohibé, vraisemblablement des nasses. Ensuite, donc, il continue quand même un petit peu son atelier de mécanique. Et puis c'est l'époque donc
du service militaire, où il a de bons contacts avec ses adjudants, avec les gradés. Jules Bonneau se marie en 1901, après son service militaire, avec Sophie Burdet, et le couple part s'installer à Genève, en Suisse. Jules va militer intensivement pour le mouvement anarchiste qui prône l'ordre sans le pouvoir. À la suite de cet engagement politique et syndical, il sera renvoyé de son travail. Personne ne veut plus l'engager. À sa réputation déjà lourde, on ajoute alors celle d'agitateur anarchiste. Les conséquences sont là. Il est expulsé de Suisse avec sa femme. Nous sommes alors en 1903. En février 1904, Sophie accouche d'un garçon, Louis Justin. Il s'installe à Lyon. Bonneau continue de mener les grèves et de dénoncer les injustices, s'attirant les foudres du patronat. Il déménage à nouveau et se rend à Saint-Étienne, où là, sa femme tombe amoureuse d'un autre homme. Il s'appelle Besson et est secrétaire syndical du parti de Bonneau. Sophie retourne en Suisse avec son fils et son amant, abandonnant définitivement son mari. En 1906, Jules, dont le frère s'est suicidé quelques années auparavant pour un chagrin d'amour, est désormais complètement seul. Sans travail, il vit quelque temps dans la misère avant de commencer une carrière de cambrioleur. Bonneau, c'est vraiment... il a le moteur dans le sang, il a les voitures dans le sang, mais il a aussi un côté innovation. Le progrès, pour lui, c'est ce qui l'intéresse le plus. Et c'est le premier à ouvrir les coffres-forts au chalumeau-Cédric. C'était le premier en France à le faire. En compagnie d'un anarchiste italien, Platano, avec lequel il se lie d'amitié, il commet plusieurs casses. C'est un as de l'ouverture des coffres-forts. Avec l'argent de ses larcins, il achète un atelier de mécanique à Lyon. Il va d'ailleurs se servir des véhicules qu'il doit réparer pour ses braquages. Mécanicien le jour, cambrioleur la nuit, Jules Bonneau semble avoir trouvé sa voie. Remarquable chauffeur, Bonneau n'a aucune difficulté à semer les policiers qui sont encore à bicyclette ou à cheval. Il fait parler de lui beaucoup trop. Il décide donc de fuir vers Paris avec Platano. Sur le trajet, Platano meurt. Par accident ou non, les deux théories s'opposent. Dans la capitale, Bonneau trouve vite ses marques. Il se rend au siège du journal L'Anarchie, dirigé par Victor Serle. C'est là qu'il va rencontrer pour la première fois ceux qui deviendront ses complices, Octave Garnier et Raymond Lascience. Nous sommes fin novembre 1911, moins d'un mois avant le terrible braquage qui fera leur célébrité. Tout s'est donc déroulé très vite. L'arrivée de Jules Bonneau a réveillé chez eux un désir de passer à l'étape supérieure, de passer à l'action. Les trois hommes étaient, sans vraiment le savoir, animés par le même idéal. Une âme de révolté cimentée par la condition ouvrière de l'époque, la volonté de se rebeller contre les inégalités sociales, la même appartenance à un mouvement illégaliste allant au-delà de l'anarchisme. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 1912, à Thiers, un cambriolage va se terminer tragiquement. Monsieur Hippolyte Moreau, âgé de 91 ans, et sa domestique, Madame Harfeux, 72 ans, sont retrouvés morts après avoir été ligotés et torturés sauvagement. Dans la maison où règne un désordre indescriptible, Monsieur Bertillon en personne, le père de l'identification criminelle, va relever les empreintes. Une fois de plus, le service de Bertillon prouve ses compétences et désigne Édouard Carouy, un anarchiste déjà fiché par la police. Il est temps pour le commissaire Jouin de faire le point sur les différentes pistes et les éléments que lui fournissent les nombreux mouchards qui ont infiltré le milieu anarchiste. Tous les individualistes qui avaient, à un moment ou à un autre, participé au journal L'Anarchie. L'Anarchie, c'était leur organe. L'Anarchie avec un petit A.
puisqu'ils étaient pour une réforme de l'orthographe, ils avaient aussi réfléchi à ça. Et tous les gens qui ont été dans cette mouvance, dans la mouvance de Libertad, qui est une grande et belle figure de l'anarchisme individualiste, vont être perquisitionnés, interrogés, etc. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on va d'ailleurs identifier les principaux acteurs et les arrêter. Le 16 février 1912, le commissaire Join conclut son rapport au juge Gilbert en précisant que les membres de la bande ayant perpétré l'attentat de la rue Ordener sont Garnier, Dieudonné, Bonneau, Deboué et Raymond Caillemin, dit Raymond Lascience. La bande est traquée, les photos des principaux suspects s'affichent dans les journaux. Le 27 février, Bonneau, Garnier ont une idée de se rendre à Alès, dans le Gard, pour commettre un énorme hold-up. Donc, ils vont voler une voiture à Saint-Mandé. Et en revenant de Saint-Mandé, à la hauteur de Montereau, Bonneau, qui conduit très bien, mais quand même un peu vite, heurte un trottoir. Donc là, il y a un problème de roue, ils sont obligés de changer dans l'urgence. Et donc, du coup, ils se disent, bon, on va pas descendre avec une voiture un petit peu abîmée, on va pas descendre dans le Gard. Ils décident de revenir sur Paris. Ils reviennent sur Paris, Bonneau conduit toujours aussi vite, se fait siffler par un agent, prend la fuite, et là, il heurte légèrement l'arrière d'un bus. Donc il s'arrête, l'agent qui l'a sifflé court, monte sur le marchepied du véhicule, Bonneau, très calmement, descend, prend sa manivelle, redémarre sa voiture, remonte dans l'habitacle et commence à démarrer, toujours avec le fonctionnaire de police sur le marchepied. À ce moment-là, 2 coups de feu claquent. Octave Garnier, dans la voiture, vient d'abattre son homonyme, le fonctionnaire Garnier, qui s'affale sur le goudron. Donc là, c'est un des premiers meurtres donc recensés à l'encontre d'un fonctionnaire de police en France. Et donc, c'est la bande à Bonneau qui est désignée comme telle. Donc là, évidemment, toute la police est sur les dents. On essaye de les retrouver, mais c'est l'avantage un petit peu de ce milieu anarchiste, c'est qu'ils ont tous des tombées, ils ont tous des planques. Et effectivement, ils ne sont pas retrouvés. Eugène Dieudonné, anarchiste et sympathisant de la bande à Bonneau, est le premier à tomber. Il est arrêté par la police. En réponse à cette arrestation, Octave Garnier envoie une lettre au chef de la sûreté. Depuis que par votre entremise, la presse a mis ma modeste personne en vedette, à la grande joie de toutes les concierges de la capitale, vous annoncez ma capture comme imminente, mais croyez bien que tout ce bruit ne m'empêche pas de goûter en paix les joies de l'existence. Il s'avoue coupable de tous les crimes et disculpe Dieudonné. Je vous déclare que Dieudonné est innocent du crime que vous savez bien que j'ai commis. Il précise enfin que lui et sa bande iront jusqu'au bout sans une once d'hésitation. Je sais que cela aura une fin dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi. Je sais que je serai vaincu, je suis le plus faible, mais j'espère bien faire payer cher votre victoire. Il signe sa lettre en apposant ses empreintes avec un nouveau pied de nez à Bertillon. Bille de Bertillon, mets tes lunettes, gaffe! La provocation est à son comble. Un tel acte pousse de nombreux voyous comme Élie Monnier, Édouard Carouy ou André Soudy à rejoindre définitivement la bande. Et pour montrer leur détermination, Octave Garnier et ses associés accompagnent le geste à la parole dans un nouveau braquage encore plus spectaculaire. Quelques semaines plus tard, le 25 mars 1912, la bande à Bonneau vole une voiture sur la route de Montgeron. 3 hommes sont arrêtés avec leur véhicule sur un bord de route lorsqu'arrive une deux-dieux-mouton. Là, les 2 personnes, les 2 conducteurs et son passager pensent que ce sont des ouvriers qui travaillent, s'arrêtent, puisque la route est barrée. Et en fait, ce sont ni plus ni moins évidemment que Bonneau, Garnier et Caillemin qui veulent leur dérober leur véhicule. Ils leur disent de sortir de la voiture. Malheureusement, le conducteur a un geste, il porte la main à sa poche. Donc aussitôt, il est abattu.
L'autre prend la fuite. On lui tire également dessus. Il est blessé au bras. Il fait le mort. Donc, lui va s'en sortir. Et donc, ils ont volé par arme de poing la de Dire-Mouton. Ils se rendent ensuite à Chantilly. Et là, également, ils se retrouvent à 5 devant le siège de la Société Générale. Garnier, Raymond Lascience et un certain Vallet entrent, revolver à la main. Ils tirent sans sommation et abattent 2 employés. Soudy fait le guet. Jules Bonneau attend dans la voiture. La bande entasse les rouleaux d'or et les billets de banque, un butin estimé à 50 000 francs, avant de prendre la fuite dans la de Dion-Bouton. L'argent du hold-up servira la cause. Il sera redistribué aux anarchistes dans le besoin. La police ne peut accepter d'être ridiculisée de la sorte. Elle s'active et passe tout au crible. Restaurants, hôtels, etc. Partout, on peut voir les visages de Jules Bonneau, Octave Garnier et leurs complices sur des avis de recherche. Les tuyaux arrivent de plus en plus nombreux et les arrestations aussi. Le 30 mars 1912, Soudy est arrêté. Dans ses poches, on trouve un pistolet et une capsule de cyanure. À son arrestation, il dit « Heureusement pour vous que vous avez été vite, sinon le chargeur était pour vous et le poison était pour moi. » Quelques jours plus tard, le 4 avril, c'est le tour de Carouy d'être arrêté. Un infiltré se fait passer pour un pseudo-ami et lui demande de l'accompagner à la gare. Là, 4 policiers déguisés vont lui sauter dessus, l'assommer et le ligoter. « Quelle capture! Et quel potin de main dans les canards !» clame-t-il aux policiers. Là encore, des revolvers et des capsules de cyanure. Mais pas d'aveu. Le commissaire Join est en veine. 2 arrestations en moins d'une semaine. Et sa chance ne s'arrête pas là. Le 7 avril, Raymond Caillemin, le fameux Raymond Lascience, est arrêté à son tour. Sur lui, des armes et une importante quantité d'argent dont il ne peut expliquer la provenance. Vexé, Raymond Lascience menacera le commissaire. « Je suis arrêté, mais d'autres continueront. Vous n'en verrez jamais la fin. » La provocation semble être le credo de la bande à Bonneau. Pourtant, la fin, le commissaire Join y croit de plus en plus. Et malgré les réflexions des uns et des autres, les voyous de la bande à Bonneau tombent comme des mouches. Le 14 avril 1912, le feuilleton de la bande à Bonneau s'interrompt pendant quelques jours pour laisser la place à un événement qui va stupéfier le monde entier, le naufrage de l'insubmersible Titanic. Le 24 avril, la chasse aux anarchistes reprend. Élie Monnier est arrêté. Join n'en revient pas. Il pourrait bien réussir à arrêter toute la bande à Bonneau en moins d'1 mois. Le piège se referme d'abord parce qu'il y a beaucoup d'indiscrétions, etc. Il y a dans le milieu anarchiste, à l'époque, les mouches, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont infiltrés, qui renseignent dans le milieu anarchiste ou qui sont coincés, les anarchistes eux-mêmes, ou des policiers infiltrés. On ne fait pas de vraie police sans indicateur, il faut bien se le dire. On peut dire que le procédé est sale, peut-être bien, mais la police n'a pas la boule de cristal, et sans indicateur, il n'y a pas de bonne police. Donc, ils sont renseignés, ils savent qu'ils fréquentent le milieu anarchiste, et principalement, à Ivry, il y a un sympathisant qui a un entrepôt de vêtements à la Halle, et cet homme, qui est commerçant à Ivry, hébergerait toujours quelqu'un qui est recherché par la police et qui pourrait correspondre, d'après le signalement, à Bonneau. Donc ça, c'est une information qui arrive à la sûreté et qui vient visiblement du milieu d'un sympathisant anarchiste. Join décide de vérifier cette information. Il se rend à Ivry, interroge le commerçant et décide de perquisitionner l'appartement qui se trouve au-dessus du commerce. Avec l'inspecteur Colmar, il monte au premier étage et là, l'impensable se produit. Il pousse la porte et il se retrouve face à Bonneau, qui est là, et qui lui tire dessus ouvertement avec un pistolet automatique. Et Join, qu'est-ce qu'il a pour se défendre? Comme son adjoint, l'inspecteur Colmar, une canne ferrée à un bout. Donc on voit sur les gravures d'époque, il frappe quand même Bonneau avec, il lui en met un coup, mais c'est pas suffisant face à un pistolet. Join est tué, il s'écroule, Colmar est blessé.
Et Bonneau s'enfuit par la fenêtre. Il passe de terrain vague en terrain vague. Il arrive à la porte d'Ivry, il arrive à se sauver, on n'en entend plus parler. Voilà. Évidemment, le décès du commissaire Join est une affaire sans précédent parce que policier abattu par Bonneau, le chef adjoint de la sûreté qui plus est, ça va remuer les foules un petit peu. Alors au sein de la police, ça durcit un petit peu la volonté. On se dit, bon, il a tué Join, parce qu'à l'époque, il y avait la peine de mort, elle existait, la guillotine. Mais en général, lorsque on s'attaquait à un policier, qu'on tuait un policier, on peut en penser ce que l'on veut, mais c'était la peine de mort assurée parce qu'il n'était pas pris vivant. Comme ils disaient à l'époque, ils aimaient dire la viande de poulet a un prix. Bonneau est légèrement blessé à la main et il est en cavale. Mais sa fuite est réfléchie. Il ne presse pas le pas, il cherche un nouvel abri. Il se rend à Choisy-le-Roi pour se faire soigner. Malheureusement pour lui, le pharmacien va faire le lien entre cette blessure et la fusillade d'Ivry. Et il prend l'initiative d'appeler la sûreté. Il dit, je vais quand même leur donner. Alors il téléphone à la sûreté, il dit, voilà, je ne sais pas si ça peut vous être utile. J'ai soigné un individu qui était tombé à l'escalier, il pourrait bien correspondre au signalement de l'homme que vous recherchez, Bonneau, Jules Bonneau. Il est blessé au bras droit, comme si c'était une blessure défensive, ça pourrait correspondre, je ne suis pas sûr. Et il dit à la sûreté, je l'ai vu rentrer dans le lotissement Fromentin, dans le garage. À Choisy-le-Roi, plusieurs anarchistes se sont regroupés autour de M. Fromentin, un financier aussi riche que libertaire. C'est ici que Bonneau a pu trouver son abri, dans le garage d'un certain Dubois. Le 28 avril 1912, au matin, la maison est cernée. Les policiers entrent dans le garage pour interpeller Dubois. Dès que Dubois les voit, il commence à parler un peu fort et il tire. Alors, il blesse un ou deux fonctionnaires qui se replient. Et en même temps que les coups de feu éclatent, à l'étage, au niveau du garage, un homme sort et, par la porte, par la fenêtre, de tous côtés, se met à tirer. Bonneau est là. La maison dans laquelle il se réfugie, le garage, est entouré désormais par des dizaines et des dizaines de policiers et commence dès lors le siège du garage Dubois. Aux policiers vont bientôt s'ajouter les journalistes qui accourent à Choisy-le-Roi. Le bouche à oreille aidant, les curieux arrivent aussi, certains munis de fusils. Bientôt 30 000 personnes vont se bousculer pour assister à l'hallali. Pour déloger Bonneau, les policiers ont l'idée de faire exploser le garage. Grâce à une charrette remplie de foin protégée par des matelas, ils vont s'approcher du bâtiment avec plusieurs pains de dynamite. Ils avancent tant bien que mal, ils arrivent à la porte du garage. Bon, premier problème, le cordon s'éteint, donc ils sont obligés, sous le feu nourri plus ou moins, de revenir pour le rallumer. Bon, bref, finalement le cordon finit par s'allumer, la charge explose. On attend l'explosion du garage, finalement, première explosion, le garage est quasiment intact. La charrette recule, revient donc vers le positionnement des officiels, et quelques dizaines de minutes plus tard, revient mais avec une charge beaucoup plus puissante. Et là, effectivement, la charge explose et ne laisse du garage que des décombres. Dubois meurt dans l'explosion. Et à l'étage, par contre, commencent à monter les fonctionnaires de police qui, avec un matelas dont ils se protègent, commencent à investir la pièce dans laquelle ils avaient vu Bonneau ou celui qu'ils pensaient être. Et là, Bonneau est toujours vivant. Il a écrit quelques mots, il a écrit son testament. Et là, il s'est protégé contre un mur. Il, lui aussi, par un matelas, et il tire. Il blesse un fonctionnaire, il tire. Et au bout d'un moment, quand même, évidemment, il est tué, tiré par les pieds. Et on voit encore l'image, la photo, où on le voit véritablement descendre, mort dans ses escaliers. Donc voilà, c'est une fin terrible pour Jules Bonneau.
Les jours suivant la fin de Bonneau, un vaste coup de filet est organisé dans le milieu anarchiste, mais pour le chef de la sûreté, il faut à tout prix retrouver Octave Garnier et André Vallet. Guichard met tous ses hommes sur la brèche et les indicateurs sont sollicités. D'autant plus qu'une prime proposée par la Société Générale pour dénoncer les bandits incite fortement à la délation. Le 14 mai 1912, une information arrive au quai des Orfèvres. Garnier et Vallet se trouvent dans une villa de la rue du Viaduc à Nogent-sur-Marne. Les policiers organisent immédiatement une planque autour du pavillon et le lendemain, ils voient Marie la Belge, la maîtresse de Garnier, sortir de la maison pour aller faire des courses. Pas de doute, les fugitifs sont bien là. La nuit est tombée lorsque le chef de la sûreté s'approche du pavillon. Dans le jardin se découpent les silhouettes de 2 hommes et d'une femme. « Police !» s'écrie-t-il en s'élançant dans le jardin, entouré de policiers. La femme est immédiatement interpellée. Il s'agit bien de Marie la Belge. Mais les 2 hommes se réfugient dans la maison et ouvrent le feu. Et là où Choisy-le-Roi avait été un siège en règle extraordinaire, une action de militaire presque, Nogent, ça va être encore pire. Ça va être vraiment ce qu'on appelait la bataille de Nogent. Là, les journaux vont s'en donner à cœur joie. C'est que Garnier et Vallet se retranchent dans leur villa, tirent sur les policiers qui répliquent. Bien sûr, on télégraphie tout de suite, amenez-nous des renforts. Et là encore, 50, 100. Mais on veut être sûr de les choper. Donc là, c'est pas 100, ça va être 300, 400. On fait venir tout un régiment de zouaves. On demande des mitrailleuses lourdes à l'armée. Les pompiers de Paris sont obligés de venir avec des... Parce qu'il est tard déjà, la nuit va tomber. Donc ça prend des proportions, mais à tel point que dans le bois de Vincennes, toutes les lignes de tramway, d'omnibus, tout ce qui permet d'aller à Nogent, c'est complètement bouché, parce que Paris tout entier se rue à Nogent pour assister au spectacle. C'est pour ça que les pompiers ont beaucoup de mal à arriver. On est au mois de mai, c'est le 14 mai, il fait très chaud, et sur les boulevards, les taxis font payer très cher. Le tout Paris veut assister au spectacle, et le train qui passe sur le viaduc, donc, qui surplombe la villa, les gars s'accrochent aux ridelles du train parce que le train est bombé. Ils exigent du conducteur qu'il s'arrête parce qu'on veut assister à la scène. Alors la police a un mal fou à discipliner tout ça. Et comme à Choisy, faute de pouvoir obtenir la reddition des 2 compères, on décide, là encore, d'employer les grands moyens. Le préfet Lépine arrive accompagné d'une centaine de policiers. On appelle à la rescousse une compagnie de zouaves du fort de Rosny. Ce 14 mai 1912, à Nogent-sur-Marne, se met en place le plus impressionnant dispositif policier que l'on eût jamais vu. Plus de 500 hommes en armes pour arrêter 2 malfaiteurs. On aura tiré la mitrailleuse dessus, on a balancé des bombes explosives depuis le viaduc sur le toit de la maison. Et donc le siège, il dure, jusqu'au moment où on décide de donner l'assaut. La maison est dynamitée de nouveau aussi. On place une charge, alors cette fois-ci une grosse charge. Et là, quand même, ça les a secoués. Dedans, Garnier et Vallet sont un peu secoués. Et l'assaut est donné. Et là, ils rentrent, ils se font accueillir par des rafales de pistolets automatiques, semi-automatiques, des nuées de balles, une volée de balles qui arrive sur les policiers. C'est là où il y a l'épisode de Lépine qui arrive avec son petit 6,35 ceint de son écharpe de préfet, et il se retrouve face à Vallet, et il y a un mobilard qui voit que le préfet va se faire descendre. Il lui met un grand coup d'épaule, il fait presque tomber le préfet, on ne sait pas d'ailleurs s'il n'est pas tombé. Il pousse Lépine, Lépine se retrouve déstabilisé, et la balle frappe son chapeau, elle a traversé le chapeau. Il avait un chapeau mou, un chapeau melon, et le melon de Lépine est transpercé d'une balle. Donc il a quand même eu assez chaud parce qu'elle n'est pas passée loin. Je pense que si on l'avait poussé en arrière, il l'avait en pleine figure. Donc après, c'est la curée. Les militaires rentrent dans la maison, on tire dessus au fusil de guerre. Les gendarmes également sont équipés de fusils de guerre. La police maintenant est armée aussi, la sûreté. Donc tout le monde utilise, tout le monde tire dans tous les sens. Enfin, toujours est-il que le siège va cesser faute de combattants puisqu'ils sont abattus. Ils sont littéralement criblés de balles. Les corps, quand ils arrivaient à l'IML, il y avait des gros trous partout. Après la mort de Bonneau, Dubois, Garnier et Vallet, il restait à juger 20 membres de la bande qui étaient incarcérés.
Tous les complices de cette association de malfaiteurs se devaient de comparaître ensemble devant le tribunal. Le 3 février 1913 s'ouvrit le procès devant la cour d'assises de la Seine. Il prit fin le 27 février. Rirette Maître Jean, Marie la Belge, Leclèche et Rodriguez étaient acquittés. Calmin, Soudy, Dieudonné et Monnier étaient condamnés à la peine capitale. Medj et Carouy aux travaux forcés. Pour les autres, des peines de réclusion. La bande à Bonneau était définitivement démantelée. Le fils de Jules Bonneau, parti avec sa mère en Suisse à l'âge de 3 ans, a pris le nom de son beau-père, Besson. Il a fondé une famille et a eu des enfants. Notre enquête nous a permis de découvrir les descendants de Bonneau. Ils vivent à Toulouse. Nous leur avons révélé qui était leur grand-père et effectivement, ils ont retrouvé une vieille boîte avec des photos de leur arrière-grand-mère Sophie, la femme de Jules Bonneau. La seule trace restante de leur arrière-grand-père est ce nom rayé sur le permis de conduire. La littérature à la plume est certifiée par un tampon et rajouté à la plume derrière, il y a donc le nom de l'ancien amant et du nouveau mari de Sophie Bonneau, donc Monsieur Besson, qui a donné au final son nom à toute notre descendance, à nous, à toute notre famille. Parce que nous, on n'a jamais eu le nom de Bonneau. Non. Et ça vient en fait de ce changement qui vient d'une décision de justice en fait, pour protéger le fils de Jules Bonneau, Louis Justin, notre grand-père. Voilà. Ma sœur et moi, on est les arrière-petites-filles. Et ma fille est l'arrière-petite-fille de Jules. Voilà. Sur les photos de Louis Justin, le grand-père de Florence et Christiane, on retrouve les traits de Jules Bonneau. Un air de famille qui a persisté à travers le temps, malgré le changement de nom. Puis bon, c'est un nom qui devait être dur à porter, ça devait être difficile quand même à l'époque de... Oui. Enfin, quand même, il ne devait pas en être fier pour avoir été obligé de changer de nom. Par décision de justice. Ouais. Je trouve que c'est quand même lourd à porter pour un enfant aussi petit. Est-ce que vous pensez qu'il vous reste quelque chose de Jules Bonneau, soit dans l'esprit ou est-ce qu'il... Esprit anarchiste un peu. Révolté? Non. Fais-moi pas. Toi un peu plus, toi oui. Toi un peu plus. Toi un peu plus, oui. Pas trop rentrer dans le rang et je crois que, ouais. Oui, essayer de se faire sa propre idée, d'avoir gardé son libre arbitre, d'avoir un regard un peu aiguisé sur les choses, ne pas suivre le troupeau. Moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants. La bande à Bonneau a marqué à jamais l'histoire du grand banditisme de par la violence des agressions, la rapidité des larcins et la détermination aveugle de ces hommes face à la société. Il ne pouvait y avoir une fin différente que celle de la mort de Jules Bonneau et de ses compagnons. Des hommes dont la vie ne fut que rébellion ne pouvaient faire couler que beaucoup d'encre et beaucoup de sang.